Récemment, les agriculteurs ont dû lutter contre des milliards de criquets sur leurs champs dans le sud du pays, ce qui les rend anxieux. Dans la guerre agricole moderne, on combat généralement les invasions de nuisibles par la force chimique, des avions pulvérisant des pesticides sur d'immenses étendues. Pourtant, lors d'une invasion de criquets dévastatrice au Xinjiang, la Chine a opté pour une stratégie radicalement différente. Au lieu de recourir aux drones et aux toxines, les autorités ont déployé une véritable armée biologique. 100 000 canards. Ce n'était pas un geste de désespoir, mais un calcul d'efficacité pure. Une troupe disciplinée de canards de Shaoxing a ainsi été déployée vers les zones infestées pour intercepter des essaims capables de ravager des milliers d'hectares de pâturage chaque jour. Les responsables ont fait les comptes et réalisé que les frappes chimiques étaient coûteuses, temporaires et désastreuses pour l'environnement. Au lieu de gaspiller des millions dans des poisons à usage unique, ils ont misé sur une solution dont la valeur augmentait à mesure qu'elle agissait. Ces canards n'ont pas seulement maîtrisé le fléau, ils ont transformé une crise en une récolte de protéines rentable. D'un point de vue technique, une telle stratégie semble impossible. Comment un organisme biologique peut-il surpasser la puissance industrielle des systèmes de pesticides ? La réponse commence par la compréhension de l'ennemi. Locusta migratoria, le criquet migrateur, est l'un des destructeurs les plus efficaces de la nature. D'après les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un seul kilomètre carré peut compter jusqu'à 80 millions de criquets. Pris isolément, ils semblent inoffensifs, consommant environ 2 grammes de végétation par jour, soit leur propre poids. Mais collectivement, le calcul devient catastrophique. Un essaim couvrant à peine 40 km² peut consommer environ 6400 tonnes de végétation par jour, ce qui équivaut à nourrir environ 35 000 personnes. Dans les pâturages ouverts du Xinjiang, l'essaim se comporte comme un incendie mobile, dépouillant la terre jusqu'aux racines. Le véritable danger réside toutefois dans la reproduction. Les populations de criquets croissent de manière exponentielle. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 100 œufs en un seul cycle. Même si les pesticides éliminent 90% d'un essaim, les survivants font face à moins de concurrence et se multiplient rapidement. La terre peut sembler calme, mais le cycle redémarre. Les pesticides chimiques promettent des résultats rapides, pourtant le relief du Xinjiang les rend inefficaces. Le paysage est vaste, rocheux et accidenté. Les véhicules terrestres peinent à le parcourir, tandis que l'épandage aérien nécessite des avions, du carburant, des pilotes et d'importants stocks de produits chimiques. Des coûts qui peuvent dépasser la valeur économique du pâturage lui-même. Pour sauver leurs terres, les agriculteurs finissent par dépenser plus que la valeur même du sol. À cela s'ajoute un coût écologique. Les pulvérisations chimiques tuent sans distinction, éliminant non seulement les criquets, mais aussi les coléoptères, les grenouilles, les oiseaux et d'autres prédateurs naturels. Cela affaiblit la capacité de l'écosystème à résister aux futures invasions, créant un cycle de dépendance aux produits chimiques. Les ingénieurs agronomes chinois ont compris qu'ils menaient une guerre d'usure perdue d'avance. Ils avaient besoin de quelque chose de mobile, d'autonome et capable de transformer l'ennemi en énergie. Leur solution était simple, des oiseaux, plus précisément des poules et des canards. À première vue, les deux espèces semblent similaires, mais sur le plan comportemental, elles sont radicalement différentes. Les poules obéissent à un instinct de survie individuelle. Elles s'éparpillent lorsqu'elles sont effrayées, ce qui rend les grands groupes difficiles à contrôler en terrain découvert. Elles cessent également de travailler au crépuscule, regagnant leur perchoir dès que la lumière décline. En termes militaires, elles nécessitent une surveillance constante et disposent d'heures d'opération limitées. Les canards, par contraste, possèdent un instinct grégaire marqué. Un seul meneur, muni d'un sifflet et d'un drapeau, peut guider des milliers de canards en formation serrée. Ils se déplacent ensemble, chassent ensemble et maintiennent une discipline permettant de les diriger précisément vers les zones où la densité de criquets est la plus élevée. L'efficacité nutritionnelle a rendu la différence encore plus flagrante. Un poulet consomme environ 66 criquets par jour, utile, mais insuffisant face aux essaims géants. Un canard peut en consommer plus de 200 quotidiennement, soit presque le triple. Leur système digestif traite plus efficacement les exosquelettes de chitine résistants, convertissant la biomasse des insectes en énergie immédiate. À l'échelle de 100 000 canards, l'écart devient énorme. Une armée de poulets élimine environ 7 millions de nuisibles par jour, tandis que les canards en éliminent près de 20 millions.
Cette différence de 13 millions peut déterminer si une récolte survit. La résistance fut un autre facteur décisif. L'environnement du Xinjiang comprend des chaleurs torrides, des nuits glaciales, des zones humides et des broussailles arides. Les poulets sont fragiles dans des conditions humides ou poussiéreuses et sont sujets aux problèmes respiratoires. Les canards, en revanche, sont taillés pour les milieux mixtes. Leur plumage imperméable les isole des températures extrêmes et ils peuvent parcourir de longues distances sans fatigue. Cette robustesse a permis une stratégie que les produits chimiques ne pouvaient égaler. Les pulvérisations aériennes éliminent les adultes exposés, mais épargnent les œufs et les larves enfouies sous terre. Les canards règlent ce problème grâce à leur bec spécialisé. Alors que les poulets picorent en surface, les canards fouillent le sol pour débusquer les nymphes et les larves cachées. Ils éliminent à la fois l'essaim actuel et la génération suivante, une approche à double frappe. La Chine a sélectionné une race spécifique pour cette opération, le canard de Shaoqing, Anas platyrhynchos domesticus. Développé au fil des siècles dans la province du Zhejiang, il offrait des caractéristiques idéales. Les adultes pèsent environ 1,5 kg, assez lourd pour empêcher le vol, mais assez léger pour rester agile sur un terrain accidenté. Ils possèdent de solides instincts de recherche de forage et chassent activement au lieu d'attendre d'être nourris. Plus important encore, leur valeur économique dépasse le simple contrôle des nuisibles. Une canne Shaoxing peut pondre jusqu'à 300 œufs par an, garantissant des revenus à long terme après la fin de la campagne. C'est ici que la logique technique devient élégante. Dans une guerre chimique, on brûle de l'argent pour détruire l'ennemi. Dans une guerre biologique, l'ennemi devient le carburant. Les criquets contiennent environ 62% de protéines en poids sec. À mesure que les canards les consomment, ils transforment cette biomasse nuisible en croissance musculaire et en production d'œufs. Plus ils mangent de criquets, plus ils deviennent robustes et précieux. Les éleveurs n'ont plus besoin d'acheter de fourrage. Le problème nourrit la solution. À la fin de la campagne, les canards étaient plus lourds, en meilleure santé et prêts pour le marché, transformant un désastre biologique en gain économique. Une fois l'opération terminée, les chiffres ont validé la stratégie. Avec chaque canard consommant plus de 200 criquets par jour, ce groupe de 100 000 têtes a éliminé environ 20 millions de criquets toutes les 24 heures. Sur une campagne de 60 jours, cela représentait environ 1,2 milliard de nuisibles éliminés. Cela a créé une zone tampon protectrice autour d'environ 3,8 millions d'hectares de terres agricoles, protégeant les champs de luzerne et de blé d'hiver, cruciaux pour l'élevage. Sans intervention, les experts estimaient que 30 à 50% de cette biomasse aurait pu être détruite en quelques semaines. Contrairement aux campagnes chimiques qui laissent des résidus toxiques, les canards ont amélioré l'écosystème. En se déplaçant à travers les champs, ils déposaient un fumier riche en azote, fertilisant efficacement la terre tout en se nourrissant. Le résultat était une boucle de nutriments fermée. Les criquets consommaient la végétation, les canards consommaient les criquets, et leur déjection accélérait la régénération de l'herbe. Cette stratégie n'a pas seulement stoppé les dégâts, elle a activement restauré le paysage. Financièrement, les résultats étaient encore plus frappants. Dans l'agriculture conventionnelle, l'alimentation représente 60 à 70% des coûts de production de la volaille. Ici, la nourriture était gratuite. Les criquets eux-mêmes fournissaient une nutrition riche en protéines. À la fin de la campagne, les mâles étaient vendus comme de la volaille de plein air de premier choix, tandis que les femelles continuaient de générer des revenus grâce à la production d'œufs. Selon des rapports de l'Académie des sciences agricoles du Zhejiang, l'épandage chimique sur des terrains similaires coûte environ 100 RMB par hectare, tandis que la lutte à base de canards coûte environ 30 RMB par hectare, soit une économie d'environ 70%. En résumé, la lutte chimique coûte cher pour sauver les récoltes, tandis que le modèle des canards sauve les cultures et produit des revenus supplémentaires grâce à la viande et aux œufs. Le résultat ne fut pas seulement une protection, mais un élan économique local. Ce succès a même eu des répercussions géopolitiques. Début 2020, alors que le Pakistan faisait face à une grave urgence liée au criquet, la Chine aurait envisagé de déployer une force aviaire similaire au-delà de ses frontières. Plutôt que d'exporter uniquement des produits chimiques ou des fonds, la Chine a exploré l'envoi de ressources biologiques, transformant une stratégie agricole en un outil de diplomatie d'influence. Cette idée a démontré qu'une lutte antiparasitaire durable pouvait porter une influence politique comparable aux technologies de pointe.
Pourtant, le modèle a ses limites. Les canards ont besoin d'eau pour leur régulation thermique et leur hygiène. Dans des environnements désertiques extrêmement arides, maintenir une armée de canards nécessiterait des approvisionnements en eau artificielle coûteux. Ce sont également des troupes terrestres, efficaces contre les juvéniles et les adultes au sol, mais impuissantes dès que les essaims s'envolent. Lorsque des millions de criquets s'élèvent dans les airs et se déplacent rapidement à travers les régions, l'intervention chimique aérienne reste la seule option immédiate. Pourtant, ces limites n'amoindrissent pas l'enseignement principal. Dans une ère obsédée par les solutions de haute technologie, l'opération du Xinjiang a montré que l'innovation ne signifie pas toujours machine ou produit chimique. L'évolution a passé des millions d'années à perfectionner les systèmes biologiques. Le canard de Shaoqing est auto-reproductible, alimenté par l'énergie solaire, biodégradable et d'une efficacité étonnante. Les ingénieurs n'ont pas inventé une nouvelle arme, ils ont reconnu celle qui existait déjà. Ce cas impose de repenser la stratégie agricole. Alors que la résistance aux pesticides augmente et que la santé des sols décline dans le monde entier, les futures percées ne viendront peut-être pas de produits chimiques plus puissants, mais d'une intégration plus intelligente au réseau trophique naturel. L'expérience du Xinjiang suggère que parfois, la technologie la plus avancée n'est pas conçue en laboratoire. Elle est vivante, adaptative et fait déjà partie de l'écosystème. Une question subsiste donc. De tels systèmes de contrôle biologique peuvent-ils passer à l'échelle de l'agriculture industrielle moderne ou ne sont-ils viables que dans des contextes régionaux spécifiques? Le débat se poursuit, mais une chose est claire. Au Xinjiang, une armée de canards disciplinés a prouvé que la nature, lorsqu'elle est déployée de manière stratégique, peut surpasser l'industrie elle-même.